Bonjour à tous et puis merci d'être venus beaucoup plus nombreux que je ne l'imaginais. Donc je dois dire que c'était assez impressionnant. En tout cas par ce bel après-midi, on serait peut-être aussi bien dans un jardin à se promener. Donc je vais essayer de rendre ça, de vous faire imaginer suffisamment l'extérieur en étant dans cette belle salle néanmoins. Alors pour tout vous dire, quand j'ai réfléchi à l'organisation de mon propos, voilà, je me suis dit c'est un thème que j'aborde régulièrement dans le cadre de formation, mais j'ai en face de moi ou des étudiants ou des professionnels, et donc c'est souvent de façon plus académique ou plus technique. Alors je me suis demandé comment introduire cette thématique assez naturellement en me disant qu'on est aujourd'hui dans un lieu destiné à la culture, sachant que moi j'aime aussi la poésie particulièrement. J'ai choisi d'introduire et d'émailler mon propos de vers que je trouvais assez pertinents et bien collés au sujet, puisque les poètes ou les écrivains nous en disent beaucoup sur ce qu'ils perçoivent et ce que nous pouvons percevoir des jardins et donc de la place de l'arbre dans ces jardins. Donc voilà, je vous invite plus qu'une conférence, j'espère une flânerie ou une promenade qui va être un peu bucolique et puis aussi littéraire et poétique à travers les jardins. Alors, la première promenade sera plutôt dans le temps, alors sans partir dans un long exposé sur l'histoire des jardins. Je vais évoquer quelques périodes un peu clés, emblématiques, qui vont nous rappeler qu'effectivement, si aujourd'hui on souhaite planter des arbres dans nos jardins, nous ne sommes pas les premiers. Ça n'aura rien d'inédit. Alors effectivement, à quand remontent les premiers jardins? On imagine qu'au néolithique, l'homme en s'installant il y a à peu près 10 000 ans, en se sédentarisant, a commencé à cultiver qui un verger, qui un potager. Et donc de cette époque datent les premiers jardins. Nous en avons des traces, nous avons les traces de jardins qui ont déjà quelques millénaires, notamment les jardins perses, qui passent pour être parmi les premiers jardins. Et les études archéologiques ou les études des pollens ont montré que ces jardins, donc au-delà de ces structures assez géométriques, étaient traversés de canaux qui amenaient l'eau, qui permettaient d'irriguer, et donc étaient a priori bordés de nombreux arbres. Donc des formes géométriques d'alignement préexistaient dans ces premiers jardins. Bon, puis vinrent les jardins grecs. Alors les premiers jardins grecs étaient assez archaïques, c'était souvent des bois sacrés qui étaient dédiés à une divinité, donc autour d'un temple. Le temple était édifié dans une zone un petit peu arborée, boisée, de manière assez simple. Lorsque c'était à proximité des villes, les philosophes sont venus s'y installer, donc tel Platon dans son jardin de l'Académie, qui enseignait sous les arbres. Et puis également des plantations d'alignement au niveau des lieux publics des cités grecques. Effectivement aussi dans les représentations des grands récits religieux ou mythologiques, on a chaque courant, chaque spiritualité ou religion a bien sûr une évocation d'un paradis, d'un lieu idyllique, idéal. Pour citer par exemple le jardin d'Éden, alors on l'a évoqué ce matin aussi dans le cadre de l'exposition, où effectivement poussaient des arbres de toutes espèces, bien sûr agréables à voir et à manger, avec aussi le fameux arbre plus ambivalent de la connaissance du bien et du mal, mais on voit à travers cette représentation de Rubens et Bruegel l'évocation d'une nature luxuriante, largement basée sur la présence des arbres. Alors si on se déplace sur d'autres continents, la place de l'arbre, même si elle est un petit peu différente dans les jardins chinois, puis plus tard les jardins japonais, où la roche, la pierre et l'eau étaient les principaux éléments, mais malgré tout, les vieux arbres faisaient aussi l'objet d'une certaine vénération. Ils symbolisaient une certaine notion d'éternité. Et puis on avait aussi également certains arbres à fleurs qui étaient particulièrement vénérés, dont les cerisiers, vous avez pu le voir fleuri il n'y a pas si longtemps. Alors ensuite, au Moyen-Âge, on a plutôt des sources biblio ou iconographiques sur ces jardins du Moyen-Âge, qu'il s'agisse des jardins monastiques ou des jardins courtois. Mais on est à peu près assuré qu'ils poussaient des arbres, notamment des arbres fruitiers, mais aussi, d'après certaines représentations, des arbres plus exotiques ou plus originaux dans ces jardins clos. Alors, à la Renaissance, donc Renaissance italienne, 15e, 16e siècle, les places fortes, les fermes fortifiées, petit à petit, acquièrent une dimension beaucoup plus d'agrément et de plaisance, et donc se voient agrémentées de jardins, avec donc des jardins assez réguliers, des premiers effets de perspective, une ouverture sur l'extérieur,
Et donc on retrouve bien sûr un retour à l'Antiquité et à l'art topiaire, qui consiste à tailler les végétaux, arbres et arbustes. Bien sûr, on a aussi l'image presque d'Épinal des cyprès florentins. Et aussi, on retrouvait les boscos, donc ces bois un peu sauvages qui venaient en contrepoint des parties beaucoup plus formelles, plus maîtrisées par l'homme. Assez naturellement, on débouche sur les jardins, j'allais dire nos jardins classiques, comme on a pu les appeler à la française ultérieurement, où on le voit ici, sur cette vue aérienne du bosquet de la Reine qui est entièrement restaurée, suite notamment à la tempête de 99. Bien sûr, les arbres étaient omniprésents, alors sous des formes souvent très contraintes, des alignements taillés pour encadrer les allées, ou des palissades, des grandes palissades de charme pour border entre les allées et les bosquets. Et puis ces bosquets qui étaient souvent un peu des fouillis végétaux qui étaient beaucoup moins peignés que les parterres, par exemple. À partir du XVIIIe, moitié du XVIIIe ou début en Angleterre, on change complètement de paradigme et on laisse au jardin beaucoup plus de liberté. Voilà, donc il y a un changement de conception de la nature. On modifie complètement le tracé des parcs qui sont beaucoup plus chantournés, beaucoup plus irréguliers. Et l'arbre, du coup, acquiert une place différente, puisque l'arbre devient beaucoup plus sujet. Donc on le voit, un exemple de parc dit à l'anglaise, même si ce terme est très vaste, il regroupe des acceptions très différentes, mais on le voit avec ce séquoia, par exemple, ou d'autres arbres qui sont beaucoup plus mis en valeur en tant qu'individu, en tant que sujet. Et puis aussi, c'est à cette époque, à partir du XVIIIe et XIXe, que de nombreuses essences qu'on connaît aujourd'hui sont introduites dans les parcs. Bon, et puis effectivement, après au XXe siècle, alors il y a eu beaucoup de courants, c'était assez éclectique, mais il suffit de voir aujourd'hui, quand on parle de l'arbre dans les jardins, de l'arbre en ville, la place que prend l'arbre aujourd'hui, donc ça, je pense que vous la connaissez bien. Alors, effectivement, si ici l'arbre, comme vous le voyez, a été largement utilisé pour façonner ces jardins depuis la nuit des temps, c'est qu'il joue un rôle clé dans ce jardin. Alors, j'allais dire, il a même une double fonction, ou un rôle qui va être double, ce qui est très intéressant. La première fonction, je dirais, bon, le terme fonction est un peu... il y a un côté un peu utilitaire ou utilitariste, mais bon, vous comprenez le propos. Une première fonction matricielle qui permet au jardin ou au parc d'exister, de le mettre en scène, voilà, de jouer un rôle de charpente. Alors souvent, c'est sous des formes d'ensembles arborés. Alors une photo va dans tous les discours. Vous voyez là une image du parc de Sceaux, par exemple, un parc classique. Et effectivement, vous voyez qu'il s'agisse des alignements de tilleuls, des grands alignements taillés en taille dite architecturée, ou les boisements alentours. L'arbre, on le voit, permet vraiment... Bon là, il enserre le parc, mais il va aussi accompagner l'allée. Donc on est vraiment dans ce rôle de mise en scène du groupe d'arbres. Et là, vous voyez bien que ce tilleul-là ou celui-ci importe peu, ce qui compte, c'est l'ensemble. Donc c'est une matière pour façonner le parc. Un autre rôle dévolu à l'arbre, c'est aussi sa fonction décorative, par lui-même, son rôle ornemental. Donc là, souvent, c'est un arbre sous forme d'individus isolés ou de petits groupes d'arbres qui vont se répondre ou au contraire contraster. Voilà un peu la deuxième fonction intéressante. Et bien sûr, au fil de l'histoire, voilà une image donc dans un parc du 19e où vous voyez bien qu'effectivement là, c'est bien la forme des arbres qui contraste, qui crée l'effet paysager et qui n'a rien à voir effectivement avec les structures régulières évoquées ici. L'arbre est vraiment une scène en tant que telle du parc. Donc comme je disais, c'est selon les époques, selon les conceptions de la nature qui ont beaucoup évolué au fil des siècles. Ces fonctions ont été plus ou moins dans les styles classiques, c'était plutôt la première qui prédominait. Ensuite, 19e, on a plutôt la seconde. Et voilà, donc au fil des années, le curseur s'est un petit peu développé. Mais aujourd'hui, on peut utiliser l'ensemble de ces deux fonctions assignées à l'arbre. Alors, avant de parler vraiment de rentrer dans notre jardin, je voudrais rappeler effectivement qu'un jardin est une création qui va obéir à certaines règles ou à certains principes esthétiques. Effectivement, même un jardin très sauvage ou à l'aspect très sauvage a été réfléchi. Bien sûr, un jardin très construit, très formel l'a été au moins autant. Voilà, donc ça me permet de parler un petit peu de certains aspects de certains de ces principes. Alors, tout ce qui va concerner la construction du parc, son dessin. Donc là, je vais juste les citer, mais on a des questions d'échelle et de proportionnalité entre les différentes masses végétales, entre les éléments, entre le bâti et la végétation.
On a aussi une succession de plans qui sont créés. Un jardin, souvent, est articulé avec des plans. Je vais vous montrer des photos après. Bien sûr, se dessinent des axes et des lignes qui vont structurer l'espace. On aura des points de focalisation du regard. Donc là, vous voyez dans ces différents aspects toutes les places qui peuvent être occupées par l'arbre. Équilibre des masses et des volumes, des rythmes aussi dans la progression et dans la découverte du parc. Voilà pour l'aspect architectural, j'allais dire, du jardin. Après, à l'intérieur, on a bien sûr une ambiance ou des ambiances paysagères qui vont être créées, qui vont s'offrir aux promeneurs ou aux visiteurs à travers des formes particulières, une articulation entre les pleins et les vides, des textures de feuillage par exemple, des couleurs. Alors ça, effectivement, c'est caractéristique où c'est l'arbre le partage avec d'autres types de végétaux, mais par ses dimensions, il va prendre une place souvent assez importante. Des histoires d'alternance, très important, et je l'évoquerai, de transparence, des jeux de transparence et d'opacité. Bien sûr, le mouvement et la sonorité au jardin, très important, et les parfums, qu'il s'agisse des fleurs ou des arbustes ou des arbres. Donc voilà un petit peu tous ces principes, et effectivement, quand on crée le jardin, on réfléchit, tous ces points sont abordés, et une partie est appliquée au dessin et à la construction du jardin. Donc pour y arriver, bien sûr, on va utiliser particulièrement les arbres. Alors allons-y, on est parti pour notre promenade. On va commencer, les premiers mots seront pour Rilke, qui écrit effectivement « peuplier à sa juste place, qui oppose sa verticale à la lente verdure robuste, qui s'étire et qui s'étale ». Donc on voit très bien ce contraste entre la nature ou le paysage un peu plat et l'arbre, le peuplier, qui va introduire une élévation dans la nature. Donc ça paraît un petit peu basique de le rappeler, mais c'est important quand même, que l'arbre va faire entrer le jardin dans le champ tridimensionnel. Il va apporter cette touche de verticalité. Alors pensez à un jardin classique avec des parterres, c'est finalement un joli dessin imprimé ou dessiné sur le sol, mais qui est relativement plat. D'ailleurs, c'était une critique qui a pu être faite à ces jardins à la française avec ces parterres. Où là, sur cette photo, là, c'est l'arboretum des Grandes Bruyères dans le Loiret, où effectivement, on imagine bien, on a une pelouse, voilà, des pelouses, là, c'est des bruyères, on peut avoir des vivaces, des petits arbustes. Globalement, c'est quelque chose d'assez plat, de bidimensionnel, et grâce aux arbres, là, les bouleaux, les pins sylvestres, on acquiert cette troisième dimension. Donc, quelque chose d'assez évident, mais qui demande à être rappelé. Alors, un poète russe qui nous dit « Pas une tache de lumière sur le sable sous les tilleuls, seul au loin la sortie s'éclaire comme la bouche d'un tunnel. » Et donc vous voyez avec le titre du poème qu'il s'agit effectivement d'une allée, on imagine une allée d'entrée d'un parc ou d'un jardin. Donc effectivement l'arbre sous forme d'alignement est une structure, j'allais dire, je vous ai montré, qui remonte à la nuit des temps, majeure dans les parcs et les jardins. Par exemple, une avenue d'entrée. Donc les alignements vont permettre de souligner une direction ou un axe, une destination, en l'occurrence une maison, une propriété à l'extrémité. Ils vont permettre de renforcer une géométrie ou un contour. Pensez à une pièce d'eau qui serait bordée par des arbres. Et donc on suit comme ça ce contour, on le met en relief. Ça permet aussi de donner un rythme. Là, vous imaginez le promeneur qui marche, et effectivement les troncs régulièrement répartis vont comme ça scander l'espace et donner une idée de vitesse, vont permettre aussi aux promeneurs de se situer dans l'allée par rapport à peu près à ce qu'il lui reste encore à parcourir. Donc cette notion de rythme qui est indissociable de l'alignement. Donc pour ceci, souvent on prend des arbres assez majestueux, assez réguliers, et qui vont s'effacer au profit de l'ensemble. Alors le jardin ou la métaphore de la clairière. Alors effectivement, si on pense à nos lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs qui vivaient comme ils pouvaient face à une nature souvent un peu menaçante, alors est-ce qu'ils vivaient dans des forêts sombres? Non, parce qu'effectivement c'était plein de bêtes féroces, ça pouvait être très dangereux. À l'inverse, est-ce qu'ils vivaient dans des grandes plaines bien dégagées? Non plus, parce que ça permettait de voir arriver le danger, certes, mais par contre ça ne permettait pas de s'en prémunir et de se protéger. Donc il leur fallait quand même des bois ou des arbres pour se cacher, et puis aussi pour se nourrir. Donc en l'occurrence, ils vivaient dans des sortes de savanes, on avait un réseau de clairières avec des boisements, des petits groupes d'arbres,
Et effectivement, de manière un peu, je pense que dans notre inconscient collectif, quand on demande un peu quelle est l'image du jardin, on a toujours cette représentation d'un espace lumineux, rassurant, entouré d'arbres qui ont quand même ce côté, on se dit on peut se protéger, ça nous ferme un petit peu. Donc le jardin est finalement ni plus ni moins qu'une clairière entourée d'une lisière et puis de grands arbres. Et un parc, on va dire, c'est un réseau comme ça de clairières savamment agencées ou de grandes coulées lumineuses, puisque l'œil va naturellement se diriger vers la lumière. Vous voyez, donc les masses arborées plus sombres vont permettre de diriger notre regard, vous voyez, qui va un petit peu rebondir et qui va toujours chercher l'extrémité, la zone lumineuse. Donc grâce à ça, les grands arbres vont faciliter et permettre au regard de filer vers les lointains lumineux. Alors Verlaine, retrouvant un parc après quelques années ou un jardin plutôt qu'il avait connu, nous dit que rien n'a changé. J'ai tout revu, l'humble tonnelle de vigne folle avec les chaises de rotin, le jet d'eau fait toujours son murmure argentin et le vieux tremble sa plainte sempiternelle. Alors il ne s'agit pas que d'arbres, mais vous voyez quand même que une notion de plans successifs, on imagine la tonnelle, puis ensuite la petite pièce d'eau, le bassin, et puis le vieil arbre derrière. Donc cette notion de plan dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure. Effectivement, les arbres, entre autres, vont aider à matérialiser ces plans dans un jardin, et le regard ainsi va ricocher de plan en plan. Ça va donner une certaine dynamique au jardin, au tableau du jardin. Donc ainsi, souvent, les premiers plans sont assez marquants, ils peuvent être très colorés. Donc là, vous voyez des rhododendrons. Puis ensuite, le regard va partir sur les plans successifs. Là, on a un immense arbre isolé, un séquoia. Et puis derrière, vous retrouvez un premier plan un peu forestier, et puis derrière, encore un second plan. Et ainsi, le regard se déplace, créant une dynamique dans un tableau qui est relativement figé, mais ça amène du mouvement. Alors ces plans aussi, au-delà du mouvement, vont permettre de créer de la profondeur, à l'image de ce qu'on aurait dans un théâtre. Bon, là, il n'y a pas de coulisses, mais effectivement, quand vous avez ces éléments de décor successifs qui permettent de donner de la profondeur, de manière aussi un petit peu fictive, et le rôle des arbres, donc là, vous le voyez sur cet exemple, où on a effectivement une lisière qui va être un peu festonnée, et effectivement, ces lobes et ces sinus vont créer des plans qui vont se succéder, qui vont jalonner l'espace, et ainsi, un peu fictivement, approfondir l'espace, repousser les lointains. Donc c'est des choses d'ailleurs qui ont pu être utilisées, puis même un peu surexploitées, en se disant, dans les lointains, on va mettre des arbres avec des feuillages clairs, puisque naturellement, plus c'est loin, plus c'est clair. On met des arbres avec des feuillages clairs un peu au fond, comme ça va fictivement. On met des arbres avec des petites feuilles, ou des petits arbres en fond, par exemple, pour essayer de manière artificielle de créer cette profondeur. Alors Philippe Jacotet qui écrit « Du monde confus, opaque, des ossements et des graines, il s'arrache avec patience afin d'être chaque année plus criblé d'air. » Effectivement, comme l'illustre cette photo, a priori d'un tulipier de Virginie, l'arbre et notamment son feuillage, sa ramure, la ramure est un élément ajouré et en fonction des essences, de la taille, de la densité du feuillage, va laisser plus ou moins passer la lumière, ce qui permettra de mettre en œuvre un principe qui a été rappelé par Lancelot Braun, un célèbre paysagiste anglais du XVIIIe, qui nous disait « All the skill is half to wine ». Tout l'art du paysagiste ou du concepteur, du créateur de jardin est de cacher à moitié. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, un principe dans un jardin. Il ne faut surtout pas tout voir d'un coup. Il faut, bien sûr, créer du mystère et donner envie d'aller voir. Et c'est ce que disait le marquis de Girardin, donc, qui a créé les jardins d'Ermenonville, où est mort Jean-Jacques Rousseau, que j'illustrerai tout à l'heure, et qui disait, en parlant des jardins à la française, il disait « Je déteste ces jardins où les yeux arrivent longtemps avant les jambes ». Je trouve ça très parlant, finalement. Une fois qu'on a tout vu d'un coup, on a vu le fond, on a vu le bout du parc, pourquoi est-ce qu'on aura envie d'y aller? Donc, il nous faut, dans une création de jardin, créer du mystère, créer de l'intrigue, et on va utiliser l'arbre et son feuillage plus ou moins perméable à la lumière pour ou cacher complètement, ou laisser entrevoir et donner envie, appeler le promeneur à s'enfoncer dans le jardin. Alors, ça peut être par exemple
pour cacher une partie du château, de la demeure. Voilà, et finalement, ce serait peut-être un bâtiment un peu brut ou un peu épais, j'allais dire, s'il était vu d'un seul coup, et grâce à la végétation, on le devine en partie. Ce même René-Louis Girardin que je viens d'évoquer, qui écrit, donc il a écrit un traité au XVIIIe, « La vue, le plus vagabond de tous les sens, a besoin d'être fixée pour jouir avec plaisir et sans lassitude. La vue pittoresque doit être bornée. » Alors le terme pittoresque, bien sûr, renvoie à la peinture, et ça, il le décrit très bien en disant qu'il faut finalement peindre avec des éléments naturels, peindre des tableaux naturels lorsque l'on crée un jardin. Et de même qu'un tableau est borné par son cadre, puis par souvent des éléments sur sa périphérie de végétation, par exemple, un tableau est borné pour mettre en valeur ce qu'il y a derrière. Donc voilà un exemple justement dans le jardin, donc le parc Rousseau à Ermenonville, où là vous imaginez, vous êtes ici, il y a une très belle fabrique, le temple de la philosophie, où nous imaginons nous trouver. Et puis donc là vous avez la fameuse île aux peupliers où était enterré Rousseau temporairement, qui existe toujours aujourd'hui. Et on voit bien, alors là, à base de petits arbres, de grands arbres, un arbuste, mais finalement des arbres derrière, on a une fenêtre qui dirige le regard vers l'endroit qu'il faut voir, ou le bel endroit, et finalement sinon qui serait fondu un peu dans un vallon et qui serait beaucoup plus indéfini. On peut aussi avoir cet effet de cadrage là qui va être supérieur. Donc vous imaginez, vous êtes assis, comme vous êtes là, sur un banc. Effectivement, vous avez ce vieux chêne avec cette branche qui va refermer l'espace, qui vous masque le haut des grands arbres et le ciel, et qui vous ouvre une vue, j'allais dire presque par en dessous, qui dirige votre regard. Donc l'arbre va contribuer à borner et cadrer les vues, à créer cet effet de cadre dans ce tableau naturel. Alors là, une citation, plus qu'un écrit. La princesse de Conti, donc, dont Le Nôtre avait dessiné le jardin, ou le parc, c'était les premiers parcs finalement qui commençaient avec le principe du saut de loup, où on arrivait à créer une brèche dans le mur d'enceinte et par un système de fossé à permettre à la fois au regard de sortir et en même temps de sécuriser l'entrée du parc, les intrusions. Et donc grâce à ça, elle se disait tout n'est pas à moi, c'est sûr, la campagne n'est pas à moi, mais je peux tout embrasser du regard. Et donc l'arbre contribue à lier le jardin et donc d'une certaine façon à faire entrer le pays environnant dans le jardin. Il y a un double dialogue et d'une certaine manière, ça permet d'agrandir aussi le jardin ou le parc. Là, c'est un parc à Marseille où là, on a des pins parasols, derrière certainement des pins d'Alep, et petit à petit, vous retrouvez là des peuplements naturels de pins d'Alep et qui vont se fondre dans ce paysage. Et qui mieux que l'arbre ainsi peut faire cette correspondance avec le paysage, le grand paysage qu'on va voir de très loin. Mais même dans des petits jardins en ville, effectivement, quand on a des arbres qui se ressemblent, qu'on peut retrouver dans des jardins voisins, une espèce d'un effet d'unité qui finalement tout le monde peut y gagner. Alors voilà pour la partie que j'ai appelée un peu architecturale, où l'arbre va être utilisé pour mettre en scène, construire, organiser le jardin. Mais là, vous avez vu que jusqu'à présent, on n'a pas forcément misé sur ses qualités intrinsèques. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, puisque l'arbre est un magnifique élément de vivant, mais ornemental et de décor et de mise en valeur du jardin. Un élément esthétique, alors sous forme individuelle, ou bien sûr associé avec d'autres végétaux, d'autres arbres. Alors peut-être ce qui est le plus évident, quand on va faire le choix, on va réfléchir quel va être le développement de l'arbre, quel est le port à choisir. Alors là, on a bien sûr des centaines de possibilités ou des milliers de possibilités. On va réfléchir au développement de l'arbre. Alors là, on voit très bien un arbre sujet, un arbre phare, ce cèdre de l'Atlas dans un parc, et bien sûr qui remplit tout l'espace et qui finalement qui rend les lisières derrière bien mornes et avec peu d'intérêt. On va bien sûr jouer aussi sur le port des arbres, donc on a toutes les formes entre guillemets à disposition. Là j'ai mis un exemple d'un arbre assez érigé, la famille des épicéas, la sapinette d'Orient, voilà, sur ce petit versant et qui va contraster avec le fond boisé
et vraiment remplir l'espace et être un vrai point de focalisation pour le regard. Ce très vieux catalpa magnifique, donc là c'est plutôt le port retombant, ce port pleureur de ce vieillard qui petit à petit, mais qui tient, qui est toujours vivant, et qui vient vraiment créer un contraste impressionnant avec la demeure, avec des lignes effectivement très, très classiques, très horizontales. Donc ce vieil arbre tortueux occupe une place très intéressante. Voilà. Au moment de la plantation, ils n'avaient pas forcément, j'allais dire, quand on parle de création de jardin, à l'origine, on imagine des choses, mais peut-être ce n'était pas l'effet recherché. En tout cas, aujourd'hui, ça l'est. Et après, on a toutes les formes possibles. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'un épicéa particulier. Vous voyez, vous croisez ça à la tombée de la nuit dans un jardin, vous avez l'impression d'avoir une espèce de spectre ou un épouvantail. Donc des formes qui créent une vraie curiosité, un vrai intérêt, un point d'intérêt dans le jardin. Donc ça uniquement avec un port. Voilà, là vous avez un port un peu en pendeloque, là, des aiguilles et des rameaux, avec le port de l'arbre ou la taille de l'arbre. Alors bien sûr, si on s'approche un peu, si on zoome, on a aussi une palette de feuillage illimitée. Alors je vais évoquer par exemple la couleur des feuillages. Vous avez des arbres qui naturellement ont un duvet blanc, ils sont un peu duveteux, ce qui donne cette coloration assez blanche et qui a un effet esthétique intéressant pour éclaircir un peu le feuillage par exemple, surtout en été où les feuilles se recroquevillent un petit peu, mettant ainsi en valeur la face interne. Donc ainsi le tilleul argenté, l'alisier blanc, on a plusieurs essences qui procurent cet effet. Après, j'allais dire, la plupart des arbres ont un feuillage vert, mais on a des jolis feuillages. Voilà le micocoulier de Chine, qui est un joli arbre à moyen développement, qui est assez intéressant. Alors, la photo rend peut-être pas, qui a une couleur de feuillage un peu comme les pommes Granny Smith. Vous voyez un joli vert et qui est très brillant, qui a un bel effet esthétique, donc même avec une simple couleur verte. Alors après, toujours dans des formes intéressantes, on a des arbres qui ont des feuilles plus ou moins découpées ou des variétés particulières. Là, vous voyez, il s'agit d'un hêtre, donc assez classique, surtout dans votre région. Mais celui-ci est à feuilles de fougère. Il a des feuilles qui sont lacignées, voilà, très découpées. Donc si on souhaite mettre un hêtre, par exemple, dans un parc, en se disant, mais on veut un feuillage beaucoup plus léger que le hêtre, on a à disposition des variétés particulières qui permettent d'y répondre. Et bien sûr, des formes de feuilles qui peuvent être exotiques ou inspirer un certain exotisme. Là, je vous ai mis par exemple l'exemple du sassafras ou le laurier des Iroquois, un petit arbre avec une feuille assez originale, de magnifiques couleurs d'automne. Donc ça, effectivement, sur une pelouse ou sur une lisière, peut créer un vrai effet d'appel du regard par l'originalité de sa feuille, de la forme de sa feuille. Alors bien sûr, en parlant des feuillages, on pense aussi pas forcément en ce moment, pas encore, mais aux couleurs d'automne qui nous offrent toute une palette de couleurs, du jaune au lit de vin, en passant par l'orangé, le rouge. Voilà l'exemple d'un... J'en profite pour citer des arbres qui ne sont pas forcément très communs, mais qui sont très intéressants pour leur qualité. Le Stewartsia, un joli petit arbre qui fleurit en été, aussi des belles fleurs blanches, en plus d'avoir une magnifique coloration à l'automne. Alors bon, on pense assez logiquement à cette couleur d'automne. On peut aussi choisir, pour animer le jardin tout au long de l'année, de jouer sur la couleur des feuilles au débourrement, au printemps. Donc là, un exemple emblématique et qui est peut-être qui peut être un peu excessif dans certains types de jardins. Mais voilà, le cèdre là, ou la cédrelle de Chine, avec cette variété flamingo, et le rose j'ai un peu renforcé, mais c'est à peu près ça. Ça, c'est la couleur des feuilles au débourrement. Puis petit à petit, elles vont devenir vertes. Mais c'est intéressant de penser à certaines essences qui vont avoir cette qualité, un feuillage bronze ou un petit peu rosé au moment du printemps, pour créer une animation différente au débourrement. Alors effectivement, pas tous les arbres, mais certains arbres ont des très belles floraisons qu'on va pouvoir aussi utiliser. Alors là, je vous en cite quelques-unes, notamment le Davidia involucrata, l'arbre au mouchoir. Et donc vous voyez effectivement, la partie finalement esthétique n'est pas réellement la fleur, enfin, c'est une pièce, c'est une bractée en fait. C'est comme une feuille qui fait partie de la fleur.
et donc qui est relativement, d'où son nom, l'arbre mouchoir, magnifique floraison. Et après un autre exemple, hein, le Kitalpa, qui est un arbre qui va fleurir tout l'été, avec ses petites fleurs en trompette, qui peut être aussi intéressant dans un jardin. Donc voilà, c'est pas la floraison n'est pas l'apanage des vivaces ou des fleurs en général. Les arbres ont aussi tirent leur épingle du jeu. Alors les fruits, qui sont peut-être pas non plus effectivement un critère de choix d'un arbre, mais effectivement certains fruits vont être très décoratifs. Alors je ne pouvais pas ne pas citer les pommiers dans votre région. Alors là effectivement ce sont les pommiers dits à fleurs ou pommiers d'ornement. On devine l'échelle, ce sont vraiment des toutes petites pommes, hein, donc qui sont à vocation ornementale, qui sont vraiment très jolies et qui permettent notamment après la chute des feuilles en hiver, puisqu'elles persistent assez longtemps, d'animer un jardin, alors qu'effectivement le reste est relativement paraît assez mort et assez nu. Au passage, c'est aussi une source de biodiversité, notamment pour les oiseaux. Des fruits plus originaux, par exemple le fruit de l'oranger des osages, qui cette espèce de grosse balle, plus grosse qu'une balle de tennis d'ailleurs, qui est très décorative, très originale, ou le savonnier avec ses petites lanternes. Alors, on a parlé des fruits, des feuillages, des fleurs. On pense aussi peut-être moins aux écorces et à l'écorce, puisqu'effectivement, à part le bouleau, si je faisais un petit sondage, peut-être me diriez-vous, bon, l'écorce, elle est grise ou elle est brune, et ce n'est pas ce qu'il y a de plus décoratif. Or, effectivement, on se rend compte qu'on a des choix importants, finalement une palette. En voici quelques exemples d'arbres avec des magnifiques écorces. Et ça, c'est un élément très intéressant pour décorer un jardin, faire vivre un jardin, notamment en hiver, encore une fois. Quand vous avez ces arbres-là placés sur des lisières, alors que ce soit au levant ou au couchant, avec des lumières rasantes en hiver, c'est vraiment de toute beauté. Alors le bouleau, j'en ai parlé, ça c'est les bouleaux de l'Himalaya. Une autre sorte de bouleau qui va avoir une écorce qui va s'exfolier, comme ça, un peu rose. Donc là, on a trois types de bouleaux. 2 arbres de la famille des cerisiers. Aussi, vous voyez cette écorce, le cerisier du Tibet, cette écorce à cajou qui est magnifique. 2 érables, très différents. L'érable cannelle. Alors ça, c'est la famille des érables dits jaspés ou à peau de serpent, avec une écorce verte et blanche striée. Le pin Napoléon, qui est aussi un pin qui prend des tenues de camouflage. Là, le poivrier du Sichuan avec ses excroissances, ou encore un arbre de la famille des arbousiers avec une écorce remarquable. Quelques exemples pour montrer qu'effectivement c'est un vrai critère de choix, c'est le choix de l'écorce. Repartons avec quelques vers. Un arbre singulier frémit, vibre et murmure sous un souffle profond que nous ne sentons pas. Quel mystérieux chant module-t-il tout bas? Qu'importe, sensible entre tous, il te ressemble, c'est ton frère ignoré, poète, c'est le tremble, que voici. Donc effectivement, certains arbres, alors en cas de grand vent, tous les arbres vont produire un certain mouvement, mais c'est rarement les périodes dans lesquelles on se promène, mais effectivement certaines essences, pour des raisons diverses, la taille de leurs feuilles, et notamment, comme ici, leur pétiole qui rattache la feuille, qui est aplatie dans le cas du tremble, qui est très plate, et donc au moindre friseli dans l'air, la feuille se met à bouger. Comme en plus le revers est un peu blanchâtre, on a vraiment un mouvement visuel intéressant. Donc l'arbre va participer à l'animation et au mouvement du jardin, comme pourraient le faire des herbes hautes, des graminées par exemple. Alors ça c'est le mouvement direct. On peut penser, j'allais dire, au mouvement indirect ou à la projection, ce que nous rappelle aussi Philippe Jacotet. L'œil est conduit par des essaims d'étincelles et d'ombres vers une grotte à peine plus profonde. Donc cette notion, on imagine bien ce bouillonnement, cet essaim effectivement de la lumière à travers les feuilles, et également, en ombre chinoise, par la projection de cette lumière qui va être tamisée, qui permet d'animer, bon là vous voyez une alcôve dans l'herbe, ou bien une allée, et on imagine ce mouvement sur le sol, et qui permet, voilà, comme ça, au passage des arbres, de créer ce mouvement par projection. Corollaire, chaque arbre a dans le vent sa voix, humble ou hautaine, comme l'eau différente et diverse aux fontaines. Et oui, chaque arbre, effectivement, va produire un bruit particulier au mouvement de ses feuilles. Et là, je vais juste insister sur une propriété. Alors,
J'ai mis le nom, alors effectivement, c'est pas pour fanfaronner, parce que j'ai découvert en préparant l'intervention qu'il existait un mot, le psitthurisme, c'est le bruit du vent dans les feuilles. La langue française est quand même magnifique parce qu'il y a même un mot pour évoquer ce bruit particulier. Et là, je voulais insister sur certaines essences qu'on appelle marcescentes. Alors là, j'ai mis le charme, qui est relativement classique, et effectivement, qui a la propriété, les feuilles vont sécher à l'automne, mais vont persister tout l'hiver sur l'arbre. Et du coup, en plein hiver, vous avez ces feuilles sèches qui vont bouger et qui vont faire presque un espèce de crissement très particulier et très original. Donc ça, c'est une propriété remarquable qu'on peut utiliser aussi pour animer le jardin l'hiver. Alors Rimbaud, quand il avait 17 ans, nous parle « On va sous les tilleuls verts de la promenade, les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. » Donc là, effectivement, les arbres peuvent être dispensateurs de sensations olfactives intéressantes. Alors bien sûr, les fleurs ou les inflorescences comme pour le tilleul, mais également les feuilles et les aiguilles. Pensez à des eucalyptus ou à des pins dans la chaleur de l'été. Et bien sûr, la décomposition du feuillage avec l'humus, qui a une odeur très particulière et très évocatrice, qui est intéressante, qui milite pour ne peut-être pas ramasser toutes les feuilles ou laisser les feuilles dans une partie du jardin pour bénéficier de ces parfums très particuliers. Alors j'illustre le propos avec un petit tilleul, le tilleul de Henri, qui, en plus d'avoir vraiment une très jolie feuille avec des cils, et vous retrouvez cette couleur au printemps, vous voyez, un peu rose. Après, tout devient vert, mais au mois de juin, qui a une odeur très forte de tilleul, très marquée. Un arbre original que vous connaissez peut-être, le Cercidiphyllum, qui dégage en septembre, avant que les feuilles ne tombent, quand elles commencent à virer, une odeur de gâteau, de caramel, de sucre. Un autre arbre intéressant, l'évodia aussi. Donc qui dit aussi fleur, dit intérêt pour les abeilles, mais avec une odeur, un parfum très agréable au jardin en début d'été. Donc on a aussi de quoi piocher dans les palettes d'arbres pour aller chercher des parfums. Alors dans nos critères de choix, pour que l'arbre puisse offrir toute cette gamme de sensations, encore faut-il qu'il pousse bien, qu'il soit en bonne santé et qu'il se développe correctement, ce qui demande, alors peut-être même avant de choisir, de vérifier la bonne adéquation de l'essence ou les besoins de l'essence, qu'on appelle l'hôtécologie, de l'essence concernée avec le site de plantation, ce qui revient à planter le bon arbre au bon endroit et pour qu'il ait toutes les bonnes conditions pour pousser. Alors parmi les nombreux critères, les principaux vont être, alors ça on peut le vérifier dans son jardin en faisant des petits tests de sol, ou bien sûr la tolérance ou l'intolérance des essences au pH, c'est-à-dire au taux d'acidité dans le sol. Et certaines essences ne pousseront pas bien ou auront des feuillages très pâles, par exemple, parce qu'ils ne supportent pas le calcaire. Donc ça, c'est effectivement quelque chose à faire au démarrage pour faire le bon choix. Donc on ne peut pas juste choisir en fonction de critères esthétiques, il faut aussi tenir compte de l'environnement, et ce qui est plutôt une démarche assez sensée, surtout aujourd'hui. Et alors surtout aujourd'hui aussi, la tolérance à la sécheresse, la résistance à la sécheresse, avec, on le voit, des palettes végétales qui petit à petit, méridionales, qui vont migrer vers le nord de la France, et certaines essences, on a parlé avec certains, peut-être même le hêtre en Normandie, certaines essences vont être petit à petit chassées, ne pouvant plus résister ou ne trouvant plus ou l'humidité atmosphérique ou les précipitations suffisantes pour pousser. Voilà, donc ça c'est sûr, c'est moins poétique, voilà, mais dans la partie création, il y a effectivement réfléchir à ces aspects-là qui deviennent très importants aussi. Alors, nous avons donc vu effectivement tout l'aspect rôle architectural, ensuite rôle décoratif de l'arbre en lui-même. Donc finalement, on a beaucoup parlé de sensations, d'éléments visuels, olfactifs, et c'est déjà bien. Mais au-delà de ça, un jardin doit aussi peut-être porter à penser, donner à réfléchir. Et donc effectivement, alors qui mieux que Proust pour en parler, on sentait que le bois, alors il parle du bois de Boulogne, qui finalement à l'époque était un vaste jardin,
On sentait que le bois n'était pas qu'un bois, qu'il répondait à une destination étrangère à la vie de ces arbres. Et voilà, effectivement, il se passe tant d'autres choses que la vie des arbres ou des végétaux dans un jardin, à commencer par tout ce qu'il peut faire percevoir aux visiteurs ou à l'observateur. Alors on passe petit à petit au cours de la promenade de ces sensations, mais qui vont se transformer en sentiments. On va passer d'une promenade des sens à une promenade de l'esprit. Là encore une photo d'Ermenonville où c'était l'objectif de M. Girardin, c'était justement d'avoir... Il parlait de jardin philosophique, mais il disait derrière cette nature mise en scène, rehaussée, valorisée, c'était créer des scènes pour donner à penser, pour toucher l'âme. J'aime bien dire sous forme d'aphorisme, effectivement, que tout jardin est un passage, un espace vert, et au-delà du jeu de mots sur le vert, V-E-R-S, c'est un espace qui nous emmène vers quelque chose. Par exemple, l'ailleurs, l'exotisme, l'inconnu, avec ses essences au feuillage étrange, par exemple, ou simplement des évocations avec des conifères qui vont évoquer la montagne de manière plus simple. Donc l'aspect évocateur de l'arbre. De manière plus intérieure, ça va nous faire rentrer un peu en nous-mêmes et dans le monde des sentiments. Donc ça peut être un sentiment de joie à la vue des fleurs, de peur, en passant à côté d'un arbre pleureur, très tortueux, ou un sous-bois un petit peu sombre. Bien sûr, la mélancolie aussi. Donc là, c'est toute la thématique des jardins romantiques. Vous imaginez un saule pleureur, par exemple, ou des arbres presque morts, ou des arbres sur pied qui sont morts, donc qui évoquent aussi beaucoup de choses, notamment le passage du temps, le passé, le monde des souvenirs, qui n'a pas en tête une expérience particulière avec des arbres, à commencer par peut-être un marronnier dans une cour d'école ou autre. Donc toutes ces réminiscences qui sont réveillées, qui sont appelées par la vue des arbres, et de manière peut-être plus collégiale, puisque nous sommes tous concernés effectivement de manière plus globale, une réflexion donc sur notre rapport à la nature, au cosmos, sur notre condition humaine, puisque devant un arbre vénérable, on se sent assez fragile, on se sent assez éphémère aussi, et pourtant avec un pouvoir justement sur cette nature et sur ces arbres immenses, sur le passage du temps. Alors le passage du temps qui va marquer les arbres au fil des saisons, mais aussi des années, puisque quand on plante un arbre, on peut le voir pousser un certain nombre d'années, et puis bien sûr sur les siècles, en voyant des arbres millénaires, et voilà, qui nous interrogent aussi sur la durée, sur l'éternité. Et puis encore tant de choses encore qui nous sont propres, et que peuvent réveiller les arbres dans les jardins. En conclusion, effectivement, j'ai envie de vous dire que cette réflexion ou cet effort qu'on met pour mieux connaître les arbres, pour bien les choisir, pour bien les planter, bien organiser un jardin, finalement, je pense que cette réflexion sur la place de l'arbre dans le jardin nous invite assez naturellement à nous tourner vers le jardin, entre guillemets, terre, et en se disant, si on en prend soin effectivement à notre échelle dans le jardin, je pense que ça peut nous aider à l'échelle de la planète à en prendre peut-être plus soin, à réfléchir sur leur rôle déterminant dans la séquestration du carbone notamment, et le fameux effet de serre et le réchauffement, et puis plus généralement sur notre rapport ou notre impact sur notre chère planète. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention.